Je lui dois tout. Et là, je me tourne vers Mohamedou Bao. On parle souvent de l'enseignement d'avant et de l'enseignement de maintenant, en se disant que c'est complètement différent et ça se répercute dans le comportement des jeunes au niveau de la société. Et je pense que Mme Adamagé en est un exemple si on entend ce que disait tout à l'heure Mme Diokhane et lui également ce qu'il a confirmé tout de suite. Il est vrai que la question qui se pose ici, c'est toute cette problématique de l'éducation en général, au-delà même de l'école. Parce qu'avant l'exemple de l'institutrice, c'est d'abord l'exemple même de l'ambiance familiale que Mme Adamagé a donné. Le fait que son père, je crois que c'est un exemple typique qu'il a donné, peut-être qu'il y a tant d'autres exemples qu'il n'a pas évoqués ici. C'est-à-dire que l'environnement de l'éducation qui a fait que ces personnes-là, ces enfants qui sont éduqués dans une certaine atmosphère, non seulement à la maison, mais à l'école, il y avait cette harmonie, cette vision de l'éducation partagée, bien pensée, qui était là, qui a fait que toutes ces personnes-là qui ont eu la chance d'être éduquées dans cette ambiance, finalement, sont devenues des personnes assez responsables, qui ont une certaine vision de la société et qui ont été formatées. Et le malheur aujourd'hui, la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est que les jeunes, ces enfants qui n'ont pas la chance d'être dans cette moule, qui peuvent avoir peut-être des bagages intellectuels beaucoup plus que les jeunes d'antan, qui peuvent manipuler l'ordinateur, qui peuvent rentrer sur Internet, mais qui n'ont pas peut-être la chance d'être dans cette moule d'éducation citoyenne, une bonne base, avec une philosophie de vie. Je crois que c'est ça que les gens avaient en son temps. Des parents qui avaient une philosophie de vie, l'école qui avait une philosophie, une option, une politique bien orientée. Et c'est ça le malheur. Moi, je vois à travers l'histoire de sa famille, de son encadrement, l'histoire politique du pays. Parce que tout à l'heure, quand il a évoqué l'exemple de son père et de feu Abbas Gueye, ça aussi c'est la naissance de la société civile. Quand il parlait de la société civile, il a évoqué l'aspect des Dara, des Daïra. Mais l'un des premiers pionniers des Daïra au Sénégal, c'était les Abbas Gueye, avec une dimension de pensée intellectuelle qui n'épousait pas certains aspects folkloriques que l'on connaît aujourd'hui au Sénégal. Donc je crois que c'est tout un débat qui peut se poser à travers la vie d'une personne comme Mme Adamagé. Et justement, il y a le sport. Il y a le sport. Ah oui. Juste un petit retour sur ce qu'il vient de dire. J'ai oublié de le dire parce que mon père, je viens de me rendre compte peut-être, était un acteur de la société civile parce qu'il était syndicaliste. Il est, oui, effectivement, dans le transport. Mon père était le président du syndicat des transporteurs. Je le vois encore porter des revendications par rapport au pouvoir, mais avec un engagement incroyable. Ça m'a peut-être marqué de manière inconsciente. Ouais. Il n'a jamais, par contre, lui n'a jamais fait de politique. Il a accompagné son frère résolument dans la politique, sans jamais tremper dans la politique. Il était dans le syndicat, en tant que secrétaire général président du syndicat des transporteurs, et aussi dans un autre cadre de société civile, parce que c'était aussi le président de l'association des pèlerins musulmans. Donc peut-être qu'inconsciemment, j'ai été marqué par son action citoyenne et publique. Je parlais tout à l'heure du sport, puisque vous êtes un grand sportif. D'après ce que les personnes que j'ai eu à rencontrer m'ont dit, vous avez été footballeur au niveau du Sandial, vous avez été basketteur. Tout à fait. Handballeur également, et même en France, le sport vous a aidé quelque part dans vos études. Et comment? Heureusement que je faisais du sport, parce que moi, quand je suis allé en France, je n'étais pas boursier. Donc, quand je suis allé vers Rennes, c'est toute une histoire d'ailleurs, parce que j'étais allé, quand je quittais ici, je faisais du basket au Dial Diop. Quand je suis allé en France, j'ai dit je vais aller jouer au basket. Bon, on m'a dit il y a un club qui s'entraîne par là, qui s'appelle ASPTT Rennes. J'ai pris un taxi. Je dis, je vais aller à l'entraînement de la SPTT Rennes pour leur dire que je voulais m'engager. Dans le taxi, jusqu'à le chauffeur de taxi qui me dit, vous allez à l'entraînement du basket. Je dis oui, mais il m'a dit, mais il y a aussi un club d'handball qui joue ici, que je connais bien. Moi-même, je suis du cercle polo. J'ai dit, tiens, pourquoi pas? Quand je suis allé au basket, ça ne marchait pas très fort. Il m'avait donné l'adresse du club d'handball, je suis allé. Ah, c'était ma chance parce que le capitaine de l'équipe de handball était le directeur du service des sports de la ville. Donc il a pu me caser comme pas moniteur, parce que
il y a ce qu'on appelle là-bas les centres aérés. Parce qu'à l'école, là-bas, tous les mercredis, il y a des jeunes, comprenez, qui encadraient les gosses. Parce que les parents les amenaient à l'école et on les encadrait. On leur faisait faire un peu de sport, un peu de travaux manuels, un peu, etc. Et c'est ça qui m'avait permis de gagner. À l'époque, j'ai gagné 70 francs par semaine. Ce qui m'a fait 240 francs par semaine. 240 francs par mois. 240 francs par mois, ça faisait 14 000. Francs français. Oui, non, francs CFA. Mais l'équivalent de francs CFA. 240 non, 24 000. Parce qu'à l'époque, oui. Non, le franc français était de 50 francs CFA. Francs, voilà. Avant la dévaluation. Hein. C'est bon à préciser. Donc j'ai gagné ça et je payais ma chambre. Bon, la chambre de cité universitaire n'était pas trop chère. Bon, mais le reste n'était pas suffisant pour payer tous les tickets. Donc j'ai payé la moitié des tickets de restaurant. Et le soir, on prenait un petit déjeuner. Hein. Bon, mais ça s'est amélioré au fur et à mesure parce que bon, j'étais assez bon en handball. Et c'était comme si mes performances de handball m'avaient fait progresser parce que chez bon handball, on m'a donné plus de jours parce que après on m'a mis dans une cantine scolaire. Donc je faisais le mercredi au centre aéré et tous les jours j'allais en cantine scolaire. Ça m'avait réglé mon problème de gap pour la restauration parce que je pouvais manger le midi à la cantine et le soir je pouvais aller au restaurant universitaire. Tout à fait. Voilà ce que le sport m'a permis de... C'était pas professionnel mais bon, ça m'a permis de faire mes études parce que c'est avec ça que j'ai pu faire mes études. En fait, c'est surtout ça l'avantage de l'UASU que l'UASU donnait au niveau... Ah mais à l'UASU c'était autre chose. Hein. L'UASU ici c'était autre chose. Je vous assure. Les mercredis, est-ce que c'était pas les jeudis à l'époque? C'était les jeudis à un moment donné. Au lycée Vanvo, les matchs le lycée Vanvo, le lycée Blaise Diagne, le lycée de la Fosse, Saint-Michel. Mais c'était autre chose. Et l'UASU à l'époque, c'était que l'école publique, c'était autre chose. Les meilleurs élèves étaient à l'école publique. Effectivement. Quand on vous amenait à l'école privée, on vous pointe du doigt des ñaan qui donne koy fayal. Ça veut dire qu'il était nul. C'était tellement nul qu'on l'a amené à l'école privée. Effectivement. Donc, maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, on a honte de dire que son fils est à l'école publique. Ça nous interpelle, nous tous. Absolument, hein? absolument. Mais dans l'école publique, vous aviez les meilleurs élèves qui étaient les meilleurs sportifs. Les meilleurs sportifs. Les meilleurs élèves, les meilleurs sportifs. Donc, c'était quelque chose d'incroyable. L'UASU a joué un rôle incroyable. Et les gens étaient super bien formés, c'était de très bons élèves et de très grands sportifs. Ouais. En fait, c'était une manière d'interpeller nos autorités par rapport, disons, au système enseignant qui, il faut le dire, il y a beaucoup de choses à redire. Mais nous allons revenir sur Maître Bamba Gueye avec notamment cet engagement au niveau de la société civile. Vous vous êtes porté candidat en 2007 à l'élection présidentielle. Oui. Pourquoi? Vous avez senti que c'était le moment de sauter le pas? Je l'ai senti et manifestement je me suis trompé. Parce que je n'ai même pas eu 1%. 0,48, je me rappelle. Voilà, tout à fait. On l'a vu dans l'élément tout à l'heure. Donc, bon... C'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à faire. Parce que je m'étais dit que les politiques, quelque part, l'offre politique n'arrivait pas à satisfaire toutes les attentes. Il y avait une attente insatisfaite. C'est pour ça que j'ai dit je vais placer ma candidature. Manifestement, je me suis trompé. Je l'ai fait peut-être trop tôt. Hein, ça fait déjà 10 ans. Hein. Non, ça n'a pas 2007, encore 10 ans. C'était 2007, ça ne fait pas encore 10 ans. Ça fait 7 ans. 7 ans, 2007-2013, ça fait 7 ans. Mais quand même, c'était une superbe expérience. Je n'ai pas été le plus ridicule des candidats en termes de campagne. Hein. Vous avez devancé votre maître de stage. Oui, mais bon, ce n'était pas ma satisfaction. Moi, ma satisfaction, c'était d'avoir pu tenir une campagne digne de ce nom en termes de contenu. De bout en bout. De bout en bout. Au point que j'avais même constaté que quand on déroulait notre campagne, au bout d'une semaine, on s'est rendu compte que certains grands candidats, entre guillemets, nous marchaient sur nos pas. Quand on développait un thème, 2 jours après, on voyait quelqu'un d'autre développer après le même thème, la même démarche. Et j'ai été très content quand j'ai rencontré un de vos confrères, Mamles Camara, qui est quand même une référence, tout à fait. Qui m'a dit « Ah, tu n'as peut-être pas eu un bon résultat, mais avec ta campagne, tu as durablement influencé la manière de faire une campagne. »
Parce que quand je m'étais mis dans la campagne, les campagnes, ce qui les caractérisait, c'était le folklore, les tam-tams, il n'y avait aucun contenu. Mais nous, quand on est arrivé, au début, on a dit, mais à quoi ils jouent ces gens-là? Parce qu'on avait une thématique très bien agencée, du premier jour au dernier jour de la campagne. Là où de grands candidats, au bout de 2 minutes, faisaient danser les gens, coup de tam-tam, etc. Nous, les 5 minutes nous suffisaient à peine. On les remplissait parfaitement et on l'a fait du premier au dernier jour. Et ça, c'est une grosse satisfaction. Et je pense que même en dehors de l'aspect résultat électoral, ça a quand même servi à quelque chose dans l'opinion. Jusqu'à présent, il y a des gens qui me rappellent ma campagne. Je rencontre des citoyens qui me disent « Ouais, mais ce que vous disiez là, c'était quand même intéressant. Bon, voilà. Mohamed Barrow, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que cette campagne de 2007 de Maître Mame Adama Gueye a impacté, disons, dans l'évolution de la société civile aujourd'hui? Je crois que la réaction de Maître Mame Adama Gueye était beaucoup plus personnelle en fait. Mais en y voyant de plus clair, il fallait commencer par quelque chose. Et il avait tenté l'expérience en 2007. Ce que cela quand même a provoqué comme résultat, c'est que psychologiquement, les Sénégalais se sont dit, tiens, donc l'espace n'est pas uniquement réservé à ceux-là qui se réclamaient parti politique, qui étaient en tout cas dans une perspective partisane. Donc quelqu'un qui est venu issu de la société civile pouvait demander véritablement le suffrage des Sénégalais. Je crois que donc c'est avant 2007, il y a eu peut-être des tentatives. Après 2007, effectivement, d'autres formes de participation politique au niveau déjà des élections présidentielles et au niveau local, quand même, a fait quand même le jour. Il faut dire que tous ces aspects-là, effectivement, sur le plan personnel, il n'a pas obtenu une satisfaction. Mais aujourd'hui, tous les analystes politiques, ceux qui ont travaillé sur l'histoire politique du Sénégal ont pris ce moment-là comme un moment de repère. Il fallait quand même que la société civile, au-delà des partis politiques, que d'autres sons de cloche puissent véritablement émerger. Je crois que c'est ça qui est à promouvoir et à saluer dans ce genre de démarche, non seulement qui a été initiée lors des élections présidentielles, mais d'autres tentatives véritablement au niveau des élections locales. Aujourd'hui, je dirais que peut-être il y a je dirais pas floraison ou foisonnement, mais on voit beaucoup de mouvements citoyens qui se réclament de la société civile. On voit des personnes qui se réclament de la société civile et cela, parfois, ça crée un peu l'amalgame dans la tête des gens en se disant c'est quoi la société civile finalement? En réalité, il faut éviter l'amalgame. Personne ne peut dire, en s'engageant dans une action politique, que je représente la société civile. Personne ne peut se permettre ça. Non. On peut dire que Mame Adama Gueye, issu de la société civile, s'est présenté comme candidat indépendant. C'est ça la grosse nuance. D'ailleurs, même dans le débat que nous avons actuellement, par rapport à la revendication pour la participation des indépendants locaux, certains disent oui, la société civile n'est pas reconnue par la Constitution. Ce n'est pas la société civile en tant qu'entité organique. La société civile n'est pas une entité organique. La société civile est un concept qui est composé de beaucoup d'entités de nature différente. Donc on ne peut pas dire que la société civile n'est pas incarnée par un groupe ou par une personne. Mais les politiques vous voient comme des rivaux. D'ailleurs, il y a un débat... Non, mais en réalité, ils ont tort. Ce que je disais tout à l'heure à mon ami Barrow. Ils ont leur légitimité. Personne ne discute ça. Mais laissons les citoyens choisir. La question qui se pose, c'est que ça participe forcément du renforcement de la démocratie, que les citoyens aient une offre la plus large possible. De quoi ont-ils peur? Ils n'ont pas à avoir peur. Moi, je pense que c'est des offres différentes, c'est une avancée démocratique. Il faut le maximum d'offres pour permettre aux citoyens de choisir, de faire un choix en connaissance de cause. Ça sert à quoi de verrouiller, d'empêcher les autres de venir? C'est que si on a confiance en son discours, si on a confiance dans ses propositions, on ne doit pas être inquiété parce que Barrow ou Mame Adama Gueye arrivent. C'est assez incompréhensible. Mohamed Barrow, vu, disons, toutes les discussions qu'il y a en ce moment avec les politiques, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait un compagnonnage paisible entre le mouvement de la société civile et les politiques? Moi, en tout cas, la réflexion que cela me pose, il est vrai que la systématisation, la définition, l'effort de définition n'a pas quand même n'a pas démarré très longtemps. C'est autour des années 90 que cela a démarré.
il est normal que ce débat-là autour de la participation de la société civile ou d'organisations qui se réclament de la société civile puisse poser problème, non seulement aux politiques, mais aux médias. Il est heureux aujourd'hui qu'au début même de l'émission, qu'on ait fait ce balayage conceptuel-là sur ce que c'est la société civile. Et je crois que Maître Armegué l'a rappelé. Aujourd'hui, la société civile ne peut pas être incarnée par une personne ou une organisation. Tout à fait. Les organisations de la société civile sont connues au niveau national, mais à la base. Les organisations de femmes, les syndicats de transporteurs, tout cela se réclame de la société civile. Il est normal maintenant que les hommes politiques, parce que la société civile est définie par exemple par certains comme une opposition à la société politique, mais aussi parce qu'il vous a dit, il est lébou, mais il ne s'est jamais réclamé. Ce serait une contradiction pour lui en tant qu'acteur politique de se réclamer aujourd'hui de son ethnie ou de promouvoir cela et de mettre cela en avant. Parce que la société civile se définit par opposition à cette société politique, mais aussi à la société. Mais c'est différent du mouvement de la société civile. Parce qu'on ne peut pas définir la démocratie comme une possibilité de pouvoir promouvoir la compétition et en même temps rejeter des pans de la société. Ça, c'est contradictoire. Je crois que c'est Tocqueville même qui souhaitait que les élections se fassent parce que c'est des moments de compétition de force. Non seulement uniquement les forces politiques qui sont sur le terrain, mais que d'autres forces, c'est de bonne guerre maintenant qu'un parti politique légalement constitué puisse voir à travers l'arrivée ou la prolifération de forces citoyennes une certaine concurrence. Et je crois que c'est normal dans un débat public. Mais l'idéal quand même, c'est qu'on ait une presse qui pourrait prendre en charge ce débat-là et ne pas amalgamer sur certaines choses. D'ailleurs, en 2007, beaucoup de gens avaient évoqué cette question-là. Il vient d'où ? C'est des questions qui reviennent. Est-ce qu'il a la légitimité? Comme si c'était le seul espace de prédilection de la question politique, c'était les partis politiques. Et c'est tout à fait le contraire. Il serait bien heureux qu'on développe le contraire. Aujourd'hui, le défi, c'est de créer d'autres espaces de participation. Ces espaces, au-delà des partis politiques, pourraient être des espaces de travail citoyen au niveau des syndicats, des associations de consommateurs, et que ces groupes demain puissent se prendre en charge. C'est dire qu'au niveau national et au niveau local, ce ne sont pas uniquement les partis politiques qui sont faits pour concourir au suffrage universel. Et le malheur, on a évoqué l'aspect élection présidentielle, mais le malheur, c'est qu'au niveau local, au moment où nous parlons de décentralisation, que cet aspect-là soit remis en cause. Que des partis, que des organisations citoyennes puissent être rejetées par l'opinion publique. Parce qu'ils ont été formatés dans cet esprit-là. Tout à fait. C'est-à-dire que oui, ils ne sont pas des partis politiques, pourquoi ils concourent véritablement à ce suffrage. C'est cette notion de déconstruction qu'il faut faire. Et ce genre d'émission, ce travail des médias pourrait aider à montrer aux Sénégalais qu'il n'y a pas uniquement cet esprit-là de partisans qui devrait nous amener à nous investir pour la communauté. Maître, vous avez eu à expérimenter le compagnonnage avec les politiques dans un cadre formel avec Benno Siggil Sénégal. Pourquoi cela a abouti? Mais bien avant ça, parce que, vous savez, les politiques, les partis politiques sont réticents quand ça les arrange. Quand il a fallu faire les assises nationales, est-ce qu'ils ne sont pas allés chercher les organisations de la société civile, tout à fait, dont la présence a donné beaucoup de crédit aux assises nationales, n'est-ce pas? Quand il a fallu faire secouer le baobab, l'ancien président Abdoulaye Wade, mais qui a joué le principal rôle, ce n'est pas les M23? Ouais. Les politiques sont venus après. Composés essentiellement d'organisations et d'acteurs de la société civile. Voilà. Mais quand ça les arrange, non, on ne veut plus de vous dans l'espace public. Pour moi, ce n'est même pas une question de compagnonnage, c'est une question de réalité sociologique. Nous avons une société dans laquelle, et de réalité démocratique, nous avons une société dans laquelle des gens exercent leur capacité citoyenne dans un cadre de parti politique. Conformément aux règles démocratiques, d'autres veulent exercer leur capacité citoyenne dans un cadre différent. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est ça la démocratie. Il faut l'accepter. Et aujourd'hui, au-delà même de notre texte fondamental qui est la Constitution, qui prône l'égalité,
les textes internationaux, les traités internationaux, les instruments internationaux dont le Sénégal est signataire, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme, le pacte international pour les libertés publiques et politiques, reconnaissent la liberté pour un citoyen de choisir le cadre dans lequel il exerce ses capacités citoyennes. Et d'ailleurs, récemment, dans un arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la question des candidatures indépendantes, il y a un principe important qui a été consacré. Tout le monde reconnaît la liberté d'association, n'est-ce pas? Mais il est reconnu également par la Constitution sénégalaise. Mais la Cour dit que la liberté de s'associer, c'est aussi la liberté de ne pas s'associer. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que dire à quelqu'un vous devez obligatoirement aller dans un parti politique pour pouvoir vous présenter à une élection, c'est l'obliger à s'associer avec des personnes avec lesquelles il n'a pas forcément envie de s'associer. Voilà, c'est des problématiques très simples, c'est des simples règles de démocratie. Voilà, on me signale du côté de la régie qu'on a presque terminé. Vous me permettez juste, avant de fermer sur cette, page société civile, vous avez démissionné du Forum civil. Vous avez dissous votre mouvement Salal qui avait porté votre candidature et vous continuez à porter ce combat, mais pas dans un cadre formel. Mais bien entendu. Pourquoi? Parce que le Forum civil, c'est une question de divergence fondamentale avec le leadership, le management du Forum civil. C'est pour ça que j'ai démissionné. Mais on n'a pas besoin d'appartenir forcément à une organisation pour porter un combat citoyen. Moi, ce combat, il est chevillé en moi et je continue à le porter. Je l'ai porté dans le Forum civil, je l'ai porté quand j'étais candidat au mouvement Salal, je le porte encore aujourd'hui avec Sila Bok dans le combat pour la reconnaissance des candidatures indépendantes. Au local. Voilà, au local. Donc, moi, je suis libre. Je n'ai pas besoin d'être typé, d'être dans un encadrement précis pour mener mon action. Vous êtes dans un mouvement. Est-ce que vous partagez le fait qu'on peut porter ce combat de la société civile sans pour autant que ce soit dans un cadre formel bien défini? Mais mieux encore, parce que la définition du mouvement de la société civile implique même la possibilité pour quelqu'un qui a un esprit partisan, qui est même dans un parti, de se mouvoir dans une mouvance de la société civile. Il est possible. C'est toute cette réflexion qui a été connue des dernières élections et même avant sur les rapports entre le M23, les partis politiques, parce que c'est des imbrications qui sont possibles. Mais malheureusement, le niveau, parce que c'est là où j'invite aussi tous les acteurs comme moi qui travaillent dans ce domaine-là, d'approfondir cette réflexion sur la théorisation et la systématisation. Et d'aller plus vers parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Il y a beaucoup d'amalgames. Aujourd'hui, on verrait Mme Adama Gueye dans une élection de mairie, certains diront, mais quand il a commencé de politique, c'est-à-dire comme si l'espace de la société civile, c'est-à-dire on a une manière de définir la société civile qui n'existe nulle part. La société, les politiques ont réussi à formater la société, à penser ainsi. Et puis le rôle des médias, ça j'insiste tellement sur cela, parce qu'il n'est pas contradictoire de voir quelqu'un qui prend l'option de ne pas être dans une structure partisane, politique. Il est libre de dire je suis dans la société civile et de se mouvoir dans cette société civile. Mais il n'est pas exclu que ces organisations de la société civile ou quelqu'un qui est libre, ça peut être un intellectuel à l'université, un professeur qui n'est même pas membre d'une organisation de la société civile, qui peut être libre demain de dire mais je suis là, je veux être le président de la République du Sénégal. Mais théoriser encore la dimension même de la démocratie. Pour moi aussi, cet esprit de démocratie qui limiterait certains. Parce que la démocratie n'est pas uniquement aussi une idéologie qui promeut un peu l'implication de tout le monde. C'est d'abord la démocratie participative. C'est différent de cette autre démocratie-là qui voudrait promouvoir autre chose. Donc il faut encore redéfinir les concepts. Montrer que cette société-là, elle n'est pas une société des politiques en tant que telle. Les partis politiques ne sont pas uniquement les organisations qui ont été créées pour participer à la vie politique et citoyenne de ce monde. Que chacun est libre de dire « Begna », mais que les périodes de compétition sont là. Les élections sont ouvertes à tout le monde. Et c'est là le danger de dire que oui, les partis sont uniquement
ont uniquement la possibilité de participer aux élections locales. Il faut déverrouiller tout cela. Ce combat ne peut pas être uniquement un combat de Mame Adama Gueye ou du groupe qui l'accompagne ou avec qui il travaille. C'est un combat citoyen, mais on était obligé de le faire avec des jeux d'alliance avec des partis politiques. Mais ce verrouillage-là ne s'explique pas. Bon, on ne peut pas aujourd'hui, au XXIe siècle, demander à des organisations légitimes qui ne veulent pas travailler dans un parti politique de se mettre en marge ou de venir se marier avec des partis politiques pour compétir. Ça, je crois que c'est une aberration. Il faudrait, je crois, pour la démocratie sénégalaise, pour la santé de notre démocratie, essayer de pousser véritablement les lignes de démarcation. En fait, libéraliser quoi, de manière... Mais on ne peut pas promouvoir la démocratie et en même temps multiplier les démarches qui limitent la participation citoyenne. Tout à fait. Et malheureusement, les politiques, ou je dis l'État en général, parce que souvent aussi des gens peuvent promouvoir des idées de démocratie, de citoyenneté, mais une fois au pouvoir, souvent ils ne sont pas enclins à laisser ces ouvertures-là se développer. Parce que tout simplement, ils sont dans l'esprit partisan où ils veulent peut-être limiter peut-être de certains groupes qui voudraient tenter la même expérience pour accéder au pouvoir ou en tout cas à des sphères de décision. Tout à fait. Merci Mohamedou Barrow. On ne saurait terminer, maître, sans parler de l'avocat. Vous avez été bâtonnier et si je ne m'abuse, vous avez été le dernier bâtonnier à avoir eu la possibilité de faire 2 mandats successifs au niveau du bâtonnat. Et non, vous y avez renoncé. Mais vous avez cette possibilité. Oui, mais vous y avez renoncé. Absolument. Pourquoi? Écoutez, parce que la loi allait changer. J'avais déjà fait 2 ans. Je pouvais me présenter pour un nouveau mandat, mais la loi avait changé entre-temps en instituant un mandat unique de 3 ans. Je voulais respecter l'esprit de la nouvelle loi, qui limitait le mandat à un seul mandat. Si je m'étais présenté et si j'avais été élu, j'aurais pu faire 5 ans de mandat. C'était un peu triché avec l'esprit du texte. C'est pour ça que je ne me suis pas présenté. Certains vous ont, disons, entre guillemets, accusé d'avoir eu trop d'ambition pour le barreau. Ah oui, mais je suis content qu'on m'accuse de ça, d'avoir eu trop d'ambition pour le barreau. J'ai eu beaucoup d'ambition. J'ai fait ce que j'ai pu faire en 2 ans, mais j'avais énormément d'ambition. Et je trouve que ce n'est même pas une accusation. Moi, c'est un honneur pour moi qu'on dise que j'avais trop d'ambition pour le barreau. J'étais là pour avoir de l'ambition pour le barreau, justement. Parce que c'est une très belle profession et il y a énormément de choses à faire, qui restent à faire. Et bon, j'ai fait mes 2 ans, il y a eu un autre bâtonnier qui est arrivé, bon, voilà. Mais je pense que pendant le temps que j'ai passé, j'ai essayé de donner une grosse ambition à cette profession. Parce que l'avocat a un rôle central dans la cité. Nous sommes dans un pays, on parle d'état de droit, on est dans un pays où la majorité des Sénégalais sont illettrés. Ouais. Alors que tous les supports de nos droits sont écrits dans une langue que la majorité des Sénégalais ne savent pas lire. L'interface incontournable entre les citoyens et leurs droits, c'est l'avocat. Parce que même quand on est un intellectuel et qu'on sait lire le français, on ne sait pas forcément accéder à la loi. Et la citoyenneté, elle est virtuelle quand le citoyen ne connaît pas ses droits. C'est pour ça qu'un avocat dans une société, déjà même avec une majorité de personnes lettrées importantes, mais a fortiori dans une société où la majorité est illettrée. Aujourd'hui, le Sénégalais lambda qui ne sait pas lire une loi, qui ne sait pas lire un texte, qui ne sait pas lire en français, comment peut-il connaître ses droits? C'est pour ça que l'avocat doit jouer ce rôle fondamental. C'est même un rôle de service public, c'est-à-dire permettre aux citoyens de connaître leurs droits. De la justice de manière globale, vous avez eu, disons, à poser le doigt sur le dysfonctionnement lors de la rentrée des cours des tribunaux en 2010, qui est resté célèbre avec la sortie de Maître Wade. Donc ce dysfonctionnement de la justice dont vous avez parlé, aujourd'hui vous pensez que les avocats peuvent jouer un rôle pour, disons, essayer de rééquilibrer un peu Oui, les avocats ont un rôle fondamental, ils ont un rôle incontournable dans la justice. Bon, les critiques à l'encontre de la justice, mes critiques à l'époque portent sur le système. Certains l'ont interprété comme des critiques dirigées contre les magistrats. C'est pas ça, parce que dans le système, il y a les avocats, il y a les magistrats, il y a les greffiers, il y a d'autres acteurs dans le système. C'est le système qui est malade.
Parce que dans chacun de ces corps, il y a un peu des personnes, la mauvaise graine, qui perturbent le fonctionnement du système. Donc il faut avoir une approche systémique. Et de ce point de vue, toutes les composantes de la justice ont un rôle à jouer. Les magistrats, les avocats, les greffiers, les huissiers, toutes les composantes de la justice. Ce qui importe, c'est qu'on ait tous ensemble conscience du fait que ce système connaît des problèmes et qu'on réfléchisse. Parce que je pense qu'aujourd'hui, une réflexion incontournable dans la justice, c'est qu'il faut qu'on repense la vision de la justice. C'est quelle vision? Parce que la justice a connu une évolution. Mais aujourd'hui, la justice fonctionne encore sur la base de la conception originelle. Alors que les fonctions de la justice ont évolué. Aujourd'hui, la demande des citoyens en droits de l'homme est beaucoup plus importante qu'il y a 30 ans. La demande des citoyens en qualité de vie environnementale est différente. La demande des citoyens en matière économique et sociale est différente. La demande des entrepreneurs, des entreprises par rapport au rôle de la justice est différente. Mais si la justice reste dans sa conception originelle, elle ne peut pas prendre en charge correctement toutes ces demandes. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une réflexion sur une nouvelle vision et que l'ensemble des acteurs de la justice se comportent en fonction de cette vision partagée. Voilà des pistes de réflexion. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les critiques. Parce que moi-même, je fais partie du système, je ne suis pas content que ça ne fonctionne pas bien. C'était l'esprit de mon propos qui avait été très mal compris par le président, qui contestait des évidences. Et d'ailleurs, l'opinion a tranché. Parce que quand le président a eu cette réaction très virulente, je n'ai pas répondu. J'ai renvoyé le débat aux citoyens en disant que les citoyens s'expriment. Quand les citoyens se sont exprimés, il n'y avait pas photo. Tout à fait. Voilà, merci maître, c'est une très belle conclusion. Mais moi, je voudrais remercier Elhadji Abou Gueye et ceux qui l'accompagnent, parce que c'est le président du RENGES avec qui je travaille sur un partenariat, c'est des jeunes entrepreneurs. Tout à fait. On essaie de faire quelque chose ensemble et je suis très content qu'ils aient pris la peine d'assister à cette émission et je les remercie du fond du cœur. Moi aussi, je les remercie d'avoir assisté à cette émission. Et merci également à Mouhamadou Barrow, je le rappelle, un confrère, mais également un membre de la société civile. Merci à vous, maître, d'avoir accepté cette invitation. Et merci également à vos proches, notamment votre sœur jumelle et Mam Awa, et également votre proviseur, Aline Fati et Madame Diakhaté, que vous tenez très en estime. Madame Diokhane, voilà, qu'elle m'excuse, Madame Diokhane. Merci également à la régie et à tous les techniciens qui m'ont accompagné pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain ici sur la place du Souvenir avec un autre champion. Et retrouvez-nous donc sur Facebook pour suivre cette émission, mais également sur YouTube. Il suffit de taper champion avec le nom de l'invité et donc vous pourrez regarder à nouveau cette émission. Merci à tous et je vous donne rendez-vous le mois prochain, Inch'Allah.